50% des dépenses reliées au développement de l'app sont payées par une sub. Puis l'autre 50%, je l'ai déversé soit de mes poches ou soit de revenus de consultation que j'allais chercher. Fait que moi, je faisais du consulting, tout l'argent qui rentrait, ça partait en salaire. Skin in the game. Ouais. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Marie-Catherine Jobin, fondatrice chez Lila, un logiciel intelligent de logistique d'achat. Fun fact, c'est elle qui a gagné les 2 prix du Pitch Party, donc shout out. On parle de son parcours fascinant qui passe d'employé qui se build son propre tool à l'interne à consultante indépendante à tech founder. Alright, on passe au show. Let's go! Marie-Catherine Jobin, bienvenue sur Ça se passe. Merci beaucoup, je suis contente d'être là. Je suis content que tu sois là. Normalement, je commence avec un mini recap de comment on se connaît. On se connaît peu. On s'est parlé, on s'est vu 2 fois, c'est la 3e fois qu'on se voit. Puis on s'est connus dans le cadre du Pitch Party qu'on a organisé chez Workleap en septembre? Octobre. Ouais, en octobre. En octobre. Puis à ce Pitch Party-là, je vais te laisser expliquer qui a été la grande gagnante des 2 prix du jeu. Hey, non, c'est en novembre. C'est en novembre? Octobre, ouais. Mais non, c'est ça, c'est assez récent. Mais oui, dans le fond, on compétitionnait, on était 6 à compétitionner vraiment 6 belles entreprises. Mais j'ai en effet gagné le prix du jury et le prix du public. Exactement. Fait que c'était comme de la consulte avec un paquet de partners, un cash prize. Puis du feedback sur le pitch, là, grosso modo. Fait que, d'ailleurs, on est en train de fine-tuner la post-prod de tout ça, puis on va le mettre sur YouTube, je pense, pour que l'on puisse voir la compétition. Oh, OK, nice. Ah, je te l'avais pas dit. Non. All good. Marie, tu veux-tu nous faire un petit recap de toi, t'es qui, genre, pour qu'on ait une idée de ton profil, genre, en accéléré? Oui, ben écoute, moi, je suis, en fait, bachelière de l'Université Laval. J'ai étudié en admin... marketing et gestion internationale. Let's go. Ma première expérience de travail a pas mal été en représentation des ventes. Fait que j'ai travaillé pendant un court moment comme représentante, puis c'était vraiment pas fait pour moi, là. Genre, j'ai vraiment pas aimé ça, puis j'étais pas capable d'arriver d'atteindre les objectifs, tu sais. OK. Puis j'ai découvert le merveilleux monde là, des achats, de l'approvisionnement en travaillant chez Simons. Fait que dans le fond, quand tu rentres chez Simons comme acheteur, ils ne demandent pas nécessairement d'expérience. Fait qu'ils vont comme te prendre au niveau où tu es, puis ils vont te former. Fait que ça a vraiment été une magnifique école pour moi. Puis ensuite, j'ai été chez Sourimini, chez Céramique L'Entrepôt. Aujourd'hui, j'ai mon entreprise, Lila, dont je suis la fondatrice et présidente. Super. Puis Lila, en mode pitch d'ascenseur, ça ressemble à quoi? Lila, donc, c'est un logiciel de planification des achats pour les commerces de détail, vraiment pour les aider à faire des meilleures budgétisations, de meilleurs plans d'assortiment, savoir quel produit acheter, quand, à quel prix, en quelle quantité l'acheter. Donc, vraiment pour tout automatiser le processus de planification des achats que les commerces de détail vivent au quotidien. OK. Fait que ça, évidemment, des problèmes et des défis que toi, tu as vécu. Puis on va faire le pont entre tes expériences jusqu'à Lila dans notre convo. Ouais. T'as-tu une couple de chiffres à nous lancer sur Lila, juste année d'existence ou n'importe quel chiffre que t'as? Oui, exact. Dans le fond, l'idée est née en 2021, mais officiellement incorporée en 2022. Okay. Aujourd'hui, Lila, on a l'application qui est lancée depuis 2 mois. Nice. 3 employés temps plein, donc 2 développeurs full stack, une responsable du développement des affaires et moi-même. Sinon, c'est tellement récent. Niveau revenu, on n'est pas encore là. On est en vraiment... C'est le début de la commercialisation. Début de la commercialisation. Donc, on a quelques clients qui sont en essai sur la plateforme, mais pas encore de revenus. Ouais. Malade. lilasolution.com, pas de S. Première question d'une extrême importance. Bon, évidemment, là, toi, t'as de l'expérience dans le domaine de la mode. Fait que la première question, c'est est-ce que tu préfères mon habillement, mon accoutrement aujourd'hui ou mon accoutrement de pape que je portais au Pitch Party? Hey, je pense que je vais y aller pour ton accoutrement de pape. Là. C'était assez impressionnant. Puis tu l'as quand même au nez toute la soirée. J'étais comme, non, à quel moment il enlève le chapeau? Non. 4 heures de temps. Ouais, j'avais très chaud. Bon, mais merci pour ce compliment pour lequel je suis allé moi-même pêcher. Parle-moi donc de la genèse de Lila. J'ai le goût de... En fait, commençons au commencement, c'est-à-dire
un moment donné, que tu sois chez Simon, Surumini, Céramique Entrepôt, c'est ça le mot? À un moment donné, tu vis un problème ou un défi, puis tu commences à, en tant qu'employé, construire quelque chose ou patenter quelque chose pour régler ce problème-là. On part de là? Oui, on part de là carrément. C'est carrément les tout débuts de Lila. C'est né en 2019 pendant la pandémie. C'est la panique un peu partout. Coupure, les magasins ferment. Fait que dans le fond, je me ramasse dans une entreprise où il y a beaucoup de coupures de postes. Je me ramasse tout ça dans un département où on doit normalement être 3 ou 4 acheteurs. Okay. Puis moi, je suis rentrée comme assistante acheteuse à cet endroit-là. Puis pour y arriver à la fin de mes semaines, puis être capable d'atteindre mes objectifs et tout, je commence à vouloir me bâtir un assistant virtuel. Fait que je commence juste à m'intéresser plutôt à Excel. Je connaissais honnêtement vraiment pas grand-chose d'Excel, là, faire une somme ou quoi que ce soit. Fait que je me suis dit, écoute, je vais essayer de me construire un open to buy, qui est comme un rapport un peu type quand tu es un acheteur dans le commerce du détail. Je me suis dit, je vais le faire en Excel. Puis ça a été ma mission. Puis pendant 2-3 mois, j'ai travaillé là-dessus. Le soir, le week-end, je prenais des cours de Excel pour vraiment mais pas m'éduquer, là, mais apprendre à vraiment mieux faire ça. Puis finalement, assez rapidement, puis avec l'aide d'un développeur aussi sur place, on a réussi à connecter mes fichiers Excel avec le ERP de la business. Puis c'était tout rendu automatisé, puis j'étais capable de sauver des dizaines d'heures, des fois des vingtaines d'heures par semaine avec les fichiers Excel. Puis non seulement ça, sauver du temps, mais j'étais aussi capable d'atteindre mes objectifs d'inventaire à la fin de saison. Tu sais, quand tu es dans une business saisonnière, là, tu ne veux plus te ramasser à la fin de l'année avec ton stock d'automne, mettons, puis tu recommences en printemps, puis c'est non-stop. Puis également, atteindre les objectifs de vente, augmentation de vente, augmentation de marge. Fait que, tu sais, là, pour moi, ça a été un moment assez illuminant. Ça a été une illumination pour moi de faire comme, hey, on dirait que je tiens quelque chose entre les mains. Okay. Puis, un bon ami à moi, Raph Paquin, il m'a dit, Marie, tu devrais le vendre à Shopify, ton Open to Buy. Ça, c'est resté dans ma tête. J'ai fait, tu connais Raph? Ouais. Ouais, il est cool. Puis, c'était comme, je pense qu'on était dans un chalet, je sais plus, mais tu sais, c'était genre, André, c'était comme une joke, puis j'ai comme ri, tu sais. Ouais. Parce que, ben, tu sais, lui, il a vendu une app à Shopify, là. Fait que là, j'étais comme, écoute, mais finalement, c'est peut-être pas tant tombé dans l'oreille d'une sourde, tu sais. Fait que moi, ça a fait son chemin un peu. J'ai été directrice des achats chez Céramique L'Entrepôt pendant 1 an avant de finalement faire le saut, puis me dire, ben, je me lance en affaires. Okay. Avec les fichiers Excel que j'ai, je vais aller cogner à la porte de d'autres business puis leur demander s'ils ont des enjeux d'achat, s'ils ont besoin d'économiser du temps. Puis, je vais vous développer ces fichiers Excel-là. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'intérêt. J'ai fonctionné comme ça pendant 1 an et demi avant de m'en réaliser que c'est pas... Il y avait quand même des petits bugs dans Excel, c'était lent. Une business, mettons, là, qui avait... par exemple, Modshock, ça a été mes premiers clients avec mes rapports Excel. Puis eux, il fallait que je les split en 6 fichiers parce que c'était trop lourd. Puis là, il y a même des limites. Là, j'imagine qu'il doit y avoir des trucs plus puissants que ça. Fait que j'ai appris, j'ai approfondi mes connaissances avec Power BI. J'ai tout transféré ça sur Power BI. Ouais. Puis même là, encore une fois, je me disais, il y a des limitations. Si tu veux faire de la saisie, faire tes prévisions de vente, tu peux pas. Power BI, c'est un outil d'analytique de données. Fait que j'étais là, il faut que je construise une app, j'ai pas le choix. Okay. C'est ma destinée. C'est cool parce que tu as essayé... T'as pas commencé comme plusieurs profils peut-être un peu plus ingénieurs vont commencer, c'est-à-dire overkill côté technique. Là, genre, je vais construire la chose la plus custom, la plus sophistiquée pour régler tous les problèmes. T'as comme pris les outils que t'avais pas à pas, t'es as stretchés jusqu'au bout, puis après, t'as fait des moves de genre, OK, ouais, il va me falloir quelque chose de plus costaud, ou de plus onéreux en temps puis en argent. Fait que, mais j'ai le goût qu'on revienne un petit peu parce qu'il y a 2 trucs que tu as dit qui m'intéressent. Tu as dit, je prenais des cours d'Excel, genre le soir et week-end. Je suis curieux, genre, comment t'as googlé, genre, cours d'Excel? Oui, puis c'est pas des cours YouTube, exact. C'était des genres de YouTube, puis d'autres plateformes là, qui te permettent vraiment en niveau, tu sais, tu commences, là, t'apprends aujourd'hui, on va apprendre les tableaux croisés dynamiques ensuite, tu sais, etc. Là. Puis tu payais-tu pour ça? Non, je pense pas que je payais. Puis j'ai le nombre de temps sinon que j'ai passé sur des forums. Je faisais des posts Facebook, genre « Hey guys, je suis bloquée. » Genre, ça fait 2 jours que je passe là-dessus.
telle affaire, je suis pas capable de le faire. Puis il y avait du monde qui répondait, genre des actuaires ou, tu sais, fait que ça m'a vraiment donné un bon coup de main aussi. La beauté d'Internet puis des communautés niches, man. Quand t'exprimes un problème, la quantité de personnes qui vont le voir, il y a une bonne chance qu'il y ait quelqu'un de sharp qui puisse t'aider à le régler. C'est malade, ça. L'autre affaire qui m'a buggé, c'est... Mais là, comment tu faisais ta job avant de les builder, tes genres de premiers tableaux Excel, dans le fond? On s'entend, là, tu sais, c'est pas des compagnies qui sont à l'âge de pierre, là. Tu devais pas être avec une plume et un parchemin pour genre, je vais prendre 3 vestons. Mais c'était quoi les outils, genre? Avant Excel ou avant mes rapports, master rapport Excel, c'est ça? Ouais. Comment je m'y prenais? Ouais. Ça restait encore du Excel, mais c'est très long. Tu sais, tu vas sortir tes ventes, tu vas les analyser pour une période, tu vas sortir tes achats. Tu sais, beaucoup d'extraction. Tu ramènes tout ça manuellement. Ah, OK, je pense que je vois le genre. Fait que c'est... Au final, je suis pas passée de rien à Excel. Je suis passée d'un Excel vraiment long. Lightweight. Ouais, à OK, on va vraiment se construire de quoi qui va nous aider pour vrai. Là. Puis c'est pas vrai que ça va me prendre plus de temps à monter mon rapport que de faire l'action. Ouais. Ensuite, c'est de faire mon achat. C'est comme c'était plus long d'entretenir ça que de passer une commande à mon fournisseur. T'sais. Puis t'avais-tu un background entrepreneurial quand t'étais plus kid, genre, ou whatever? T'avais-tu un classique, genre le stand de limonade ou genre, je sais pas, là, organiser des événements, je sais pas, là. T'avais-tu déjà eu ça ou c'est comme arrivé plus là? Puis même encore aujourd'hui, je te dirais, je me considère même pas encore, je suis comme l'imposteur, là, dans... Moi, je voulais pas nécessairement être entrepreneur quand j'étais jeune. On dirait que je me visionnais dans une position où je savais qu'un jour, je voulais construire de quoi, où je savais que je voulais avoir de l'argent. Là, moi, je vais faire du cash. Fair enough. Mais tu sais, après ça, j'étais là... Comment tu y arrives en ayant une entreprise? Puisque j'étais tellement pas entreprenante. Puis, tu sais, on se rappelle mon expérience représentante des ventes, comment que je me disais, hey, je suis tellement pas bonne. C'est encore vrai aujourd'hui. Là, tu sais, j'ai bien de la misère à vendre mon produit. Je sais pas, t'as gagné le pitch party, Chris, man. C'est un exemple concret, non? J'ai gagné un pitch, mais j'ai... Je comprends la différence. Mon point étant que, selon moi, de la manière que tu l'as vendu puis raconté, t'étais sharp. Mais sinon, retournons encore un peu plus tôt dans les expériences. J'ai fait l'émission commerciale de l'Université Laval aussi. Fait que, vendu de la drogue, peut-être? Oh my God, tu me fais tellement de me faire passer une anecdote au secondaire. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça. Dis-le, au pire, on le coupera en post-prod, c'est pas grave. J'avais ma business de fausses cartes. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Genre, là, j'étais là, je disais aux gens comme, amène-moi ta carte d'assurance maladie. Puis là, moi, j'avais mon laboratoire dans ma chambre, OK? Puis là, avec une chandelle pour comme toujours brûler le bout du aiguille, je faisais fondre le plastique. Puis là, mettons, tout dépendant de l'année de naissance, il fallait que je transforme ça dans une année qui était... Mettons, on se donnait 2-3 ans max, là, tu sais. Hey, là, je me rappelle, c'était incroyable. Puis là, les gens me donnaient un petit 20$, je prenais 20$ de dépôt, puis un autre 20$. Tu sais, je chargeais genre 40$ pour une fausse carte, là, tu sais. Fait que c'est peut-être là, tu viens de me faire allumer que... C'était écrit dans le ciel. La flamme était là, ouais. Littéralement. Hey, je le vois là, dans le film de ta vie. Là. C'est comme l'élément déclencheur, la origin story. Anyway. C'est complètement débile. Fait que là, quand est-ce que tu commences à travailler avec du monde technique, genre? Tu sais, parce que là, t'as comme dit, ouais, là, il va falloir que je construise une app, là, mais Excel, Power BI de ce monde, on dirait que je pogne le plafond, là, tu sais. Mais Day One, avec mes fichiers Excel, je collabore avec Michel, qui est un développeur, un ingénieur de données. Okay. Puis lui, il était, tu sais, c'est un pro de SQL, mettons, puis des ponts puis des connecteurs API. Fait que lui, il me connectait à mes fichiers Excel avec n'importe quel système des business. Fait que j'allais cogner à n'importe quel business, puis il me disait, moi, je suis sur ShaneDrive, moi, je suis sur Ogasis, ça. Fait que moi, il n'y a pas de problème. Je suis genre accompagné du pro qui va connecter mon fichier Excel avec votre système. Puis lui, à un moment donné, j'étais comme, hey, on va développer une app. Il disait, non, moi, c'est hors de... C'est pas ça que je fais dans la vie. Hors scope pour lui. C'est ça, hors scope, là, genre. Fait que là, c'est à ce moment-là, ben, premièrement, il fallait que je trouve un dev, puis j'avais pas vraiment d'argent pour le payer. Fait que pendant longtemps, mes offres d'emploi, c'était vraiment recherche cofondateur technique. Puis sur LinkedIn, maintenant, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai passé du monde en entrevue. Il y avait beaucoup de candidats. J'avais beaucoup de candidatures, mais tu sais, au final, tu réalises,
tu te cherches un partner, tu te cherches quelqu'un avec qui tu vas tellement construire de quoi d'important que c'est pas en regardant un CV et en disant « Ah, ben oui, tu sais, ces expériences sont incroyables. » Tu sais, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Bon, il faut vraiment que je cherche un fit. » J'en ai pas trouvé. Puis, j'ai été capable d'aller chercher des subventions qui m'ont permis de me déstresser. Arrête de chercher un co-founder technique puis de le presser, là, de le rusher parce que j'avais peur de me ramasser à prendre une décision trop quick puis me ramasser avec quelqu'un que ça fait pas. Fait que j'ai eu, au moins à ce moment-là, la paix d'esprit de me dire, bon, mais maintenant, avec cette subvention-là, je suis capable de payer un salaire. Fait que je suis capable d'engager un dev. Puis là, tout mon mindset a changé. Puis j'étais rendue avec bien moins exigeante dans mes entrevues, tu sais. J'étais pas genre question de vie ou de mort, là. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, la ressource que tu aurais allouée à un ou une co-founder technique, ça aurait été l'équité de ta compagnie. Toi, tu désires avoir un succès financier, tu le sais que ça a une valeur, l'équité de ta compagnie potentielle, qui est extrêmement plus élevée que l'argent d'une sub que tu réussis à aller chercher, right? Fait que c'est comme si tu as comme nivelé un peu tes attentes ou tes requis en fonction de la valeur de la ressource que tu dépensais, qui n'était pas ton équité de compagnie, mais genre du cash de sub. Puis c'est super legit, là. Je trouve que tu t'es reviré de bord et tu as fait, garde, il faut que ça ship côté technique. Si je trouve pas de co-founder technique, laisse-moi genre trouver des devs qui peuvent m'aider, tu sais. Exact. C'était ça. Puis à ce moment-là, j'ai jamais fermé la porte à trouver un cofondateur technique, mais je me suis dit, au moins, là, je suis moins rushée de le trouver parce que mon produit peut commencer à être développé. Puis là, juste pour mettre l'écosystème ou l'environnement, mettons, technologique de tes clients en perspective, du moins avant Lila, chacun de ces compagnies-là, que ce soit des Sourimini ou Simons de ce monde, ont ce qu'on appelle les ERP. Oui. Je pense que c'est Enterprise Resources Planning, je ne me rappelle jamais exactement, là, mais c'est basically une grosse bête logicielle qui te permet de gérer des opérations, des stocks, des processus, des personnes. Fait que tu sais, quand tu as un méga warehouse ou plein d'inventaires à quelque part qui bouge à plein de places, dès que c'est comme chunky, j'ai l'impression, côté physique des opérations, souvent il y a un ERP d'impliqué. Oui. Fait que ça, il y a une quantité phénoménale de data qui flow à travers ça. Il y a différentes technologies qui sont utilisées pour les construire. Fait que toi, ta job, c'était de t'assurer d'aller chercher les bonnes données dans ces ERP-là. Puis ça parlait des deux bords, toi? Dans le fond, c'est-à-dire ton app, pouvais-tu changer les affaires dans les ERP? Ben, pas quand c'était des Excel, clairement. Là, c'était plus en mode read de. Oui, mais là, aujourd'hui, oui, c'est bidirectionnel. C'est bidirectionnel aujourd'hui. OK. Ben, bougeons aujourd'hui, dans le fond. Parce qu'aujourd'hui, Lila, tu le. Je veux pas aller aujourd'hui tout de suite. Non. Backtrack. Backtrack. Fait que, dis-moi comment ces premières embauches-là et les premiers mois qui ont suivi ont été pour toi, parce que c'était la première fois-ish que tu gérais à temps plein des talents techniques, là, des devs, là, right? Ouais. Parce que Michel, c'était comme à temps partiel, juste plus pour la donnée, là, c'était comme, yo, on build quelque chose avec un front-end, un back-end, hosté comme du monde, etc. OK. Mon Dieu, ça a été tellement une belle aventure, mais puis c'en est encore une, là, tu sais. On a commencé à développer il y a 16 mois, donc en septembre 2023. Puis au début, on s'assoyait, puis j'étais comme... Ça, c'est mes fichiers Excel, fait que genre, let's go, on build, puis j'ai dit, attends un petit peu, là, Marie, là, genre, ton app, là, ce que tu veux développer, là, c'est comme 95% des chiffres, de l'analytique de données. Puis, tu sais, il faut qu'on sache où est-ce qu'on met ces données-là, comment, dans quelle architecture, dans quelle base de données, comment qu'on la synchronise. Puis là, j'avais choisi Shopify comme premier connecteur. Fait que là, il fallait tout monter en fonction des données Shopify. OK. Fait que ça a été 3-4 mois de brainstorm. On faisait des genres d'arbres, des schémas de la schématisation de données. Fait que là, on va avoir le produit va être connecté aux ventes, puis là, ben, vente, il va avoir la table de vente, puis la table de vente par produit. Fait que tout ça, on était en train de faire la schématisation. Puis, avant qu'on commence à coder une feature, ça a pris septembre, octobre, novembre, décembre. On a commencé en janvier à peu près. Puis là, moi, je capotais. J'étais là, mais voyons. Moi, en janvier, je voulais avoir mon MVP. Là. Fait que là,
Mais c'était correct. Puis c'était 2 devs à ce moment-là. C'était 2 devs que j'avais dans mon équipe. Un qui est encore là aujourd'hui. Puis qui avaient chacun leur emploi temps plein. Fait qu'ils faisaient ça le soir puis la fin de semaine. Fait que c'était bien normal. Puis à travers ça aussi, moi, je savais pas comment les guider, comment faire la gestion de priorité. Puis il y a probablement bien des moments où on a travaillé sur des choses qui étaient complètement inutiles. Quand on y repense aujourd'hui, pourquoi on a fait ça au début? On aurait pu attendre à la toute fin, mais c'était comme un peu nouveau pour toutes nous. Là. All right, folks, petit shout-out aux chiffres, partenaire certifié, ça se passe. Une firme comptable tech-enabled qui organise vos finances. De la comptabilité cloud à la paye, à la fiscalité, c'est le bras droit de l'entrepreneur tech. Ils ont aidé un paquet de SaaS bootstrapped ou fundé. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis manquez pas le show 74 avec Jean-Gab sur le pricing. OK? De retour au pod. Puis sans vouloir... écoute, c'était-tu du monde sur le spectre de junior à senior? C'était plus junior, plus senior? Intermédiaire. Tu sais, des genres de 5-6 ans d'expérience en développement. T'es as trouvés comment, eux autres? Antoine, lui, c'était un ancien collègue d'Uni. En fait, on avait fait les missions commerciales ensemble. Puis, à un moment donné, je le vois passer sur Facebook ou LinkedIn, je sais plus où. Puis, je fais j'étais vraiment en recherche à ce moment-là d'employé. J'avais probablement une offre d'emploi sur LinkedIn. Mais en même temps, moi, je poachais. Là. J'écrivais à du monde là, sur LinkedIn non-stop. T'as l'air d'avoir un profil intéressant, nanana. Moi, j'ai des fichiers Excel, puis je vais les coder. J'écrivais à plein de monde moi-même. Puis là, ben lui, il m'a dit « crème, on s'appelle à soir. » Ça fitait, il m'a dit que je serais intéressée à faire ça le soir puis le week-end. Puis j'ai un ami, Phil, qui, lui aussi, ça l'intéresserait d'embarquer dans le projet à temps partiel. Puis moi, au début, je voulais juste une personne, mais il m'a dit « Non, surtout si on est à temps partiel, il faut qu'on soit à 2. Ça travaille vraiment mieux à 2. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. C'est hot parce que t'as vraiment t'as de l'énergie. Genre, on dirait que t'as un biais pour l'action fort, mettons, dans toutes les phases, mettons, de ta carrière que tu décris. C'est comme, non, il me faut un dev? Parfait. Je vais écrire à plein de monde sur LinkedIn. Je vais leur dire, moi, je m'en fous de où tu travailles, whatever. J'ai checké ton profil. Même sans nécessairement, toi, avoir l'expérience de genre, c'est quoi exactement le profil que j'ai besoin? Puis comme, je sais pas, mais je respecte beaucoup ça. Fait que je t'envoie ces fleurs-là. Je pense aussi que c'est extrêmement difficile pour des fondateurs non techniques de commencer puis d'avoir un équilibre ou une confiance, mettons, par rapport à genre, surtout des solos, en fait, fondateurs, fondatrices, fondateurs solos, que tu n'as pas l'expérience technique. Ben là, t'es comme un peu toujours à la merci, entre guillemets, de genre la bonne foi, le talent, la disponibilité des gens que tu trouves puis que tu amènes dans ton crew, tu sais, dans ton équipe. J'ai écrit là-dessus récemment, justement. Avais-tu des doutes comme ça? Avais-tu des insécurités de genre, Chris, dans le fond, c'est-tu vrai ce qu'il est en train de me dire là? Ou genre, je sais pas si je devrais dire oui ou non à telle fonctionnalité ou tu sais, t'as-tu vécu ça un peu? Ben, tellement. Puis avant même les fonctionnalités, c'était la stack. On code en quoi? On met ça où? Puis là, j'étais là, je les écoutais parler, puis j'étais là, ben les gars, je vous fais confiance, mais j'ai aucune idée si on est en train de s'emmagasiner une dette technique. Est-ce que ça va soutenir une croissance? Est-ce que, genre, si on scale, ça va encore être solide ou c'est bon pour du temporaire quand tu as 2-3 clients? Je me suis tout le temps demandé ça, puis tu sais, j'étais quand même un peu chanceuse de par mon entourage, de demander de valider. Hey, on code en TypeScript, c'est bon. Puis là, puis c'est quand même jusqu'à tout récemment que quelqu'un a vu ma tech stack, puis il était là, hey, c'est vraiment hot, là, genre. Vous êtes vraiment comme solide. Puis j'étais là, hey, voilà. Parce que moi, j'avais aucune idée au début. Mais tu prenais l'action d'aller valider avec des gens de ton réseau. Ouais, un peu, genre... pas beaucoup, parce que peut-être j'aurais pu plus le faire, là, mais tu sais, j'essayais un peu. Okay. Là, ouais. OK, super. Puis, avant qu'on continue sur genre Shopify, qui est comme un peu un de mes prochains points, c'est... T'avais des attentes ou des requis par rapport à, mettons, un potentiel co-founder technique, comme tu parlais plus tôt. Qu'est-ce qui faisait que tu n'étais pas sûr ou que tu faisais non? Ou... Qu'est-ce que les personnes que tu rencontrais n'avaient pas ou avaient qui faisait que tu étais comme, moi, je pense pas que ça serait un bon fit de co-founder, tu sais?
Comment t'étais dans ta tête à ce moment-là, genre? Des fois, j'étais même pas capable de mettre des mots. C'était vraiment juste un gut feeling. Intuition, ouais. L'intuition. Ouais, ce qui est Puis bon. clash de personnalité. Là, je suis quelqu'un qui est quand même assez soft. Puis je m'entends... J'ai un petit peu de la misère avec les gens qui sont, mettons, trop des fortes personnalités ou un peu trop orgueilleux. Ou, tu sais, fallait que ça fitte à ce niveau-là parce qu'on allait... Tu sais, on va traverser des moments cruciaux. Fait que, tu sais... Il faut que je sache que dans ce moment-là dans ces gros moments-là, tu sais, que je vais être bien entourée puis qu'on va se... Fait que c'était vraiment au niveau très intuition. Fit personnel, fit culturel, qui est extrêmement important. Exactement. Plus important que les compétences, le réseau, le capital que la personne va amener sur la table parce que j'en avais parlé dans un de nos calls, la majorité des startups qui fail, mettons que c'est pas une histoire de product market fit ou une histoire de genre mauvaise gestion de cash flow ou contexte macroéconomique, c'est les founders, les co-founders qui ont du beef ou qui s'entendent pas puis qui fall out. Exact. Genre, fait que tu sais, c'est méga important ce côté-là. La porte est encore ouverte de ton côté par rapport à co-founder technique? Oui, certainement. OK. Intéressant. Je veux pas trop creuser si Non, mais même, tu sais, puis là, j'ai rencontré quelqu'un là, tout récemment, puis à date, fit personnalité et tout, ça va super bien. Fait qu'on commence un essai. Fait que c'est smart que tu as dit, on commence un essai. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de... Tu sais, quand ta vision... Quand t'es founder solo, non technique, puis t'as une vision produit, puis que la réalité de construire la Christie de patente, puis de te rendre à ta vision, ça va pas assez vite, ou que ça fait longtemps que c'est pas à ton goût, des fois, tu vas mettre genre tous tes espoirs, tes aspirations sur une personne, mettons, qui arrive. Puis tu vas genre faire « Oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps que j'attends d'avoir genre quelqu'un qui va s'occuper de tout le côté technique. » Fait que genre, let's go, all in, genre, tu sais. Ouais. Puis des fois, tu laisses tomber le rationnel dans ta validation, dans, tu sais, genre vraiment t'assurer que c'est un bon choix, cette personne-là, puis tu laisses l'émotionnel faire comme « Ah, je m'imagine un scénario où cette personne-là règle tous mes problèmes, genre. » Puis t'as pas de l'air d'être là-dedans. Tout ça pour dire que c'est bon, là, tu sais. Mais dans mon 4... Mettons, là, je suis rendue à 16 mois qu'on a commencé cette aventure-là vraiment technologique, mais tu sais, à quelques reprises, il y a eu des gens que j'ai croisés, puis on a discuté, puis niveau personnalité, c'était là, puis ensuite, on discutait, puis c'était au niveau ensuite, mais comment tu détermines, tu donnes combien de parts à quelqu'un qui arrive un late co-founder dans le fond. Puis cette personne-là, tu sais, est-ce que combien de parts je donne, puis combien je le rémunère? Ça a été des fois des sujets que je n'étais pas capable de m'entendre avec d'autres personnes. C'est tough. C'est extrêmement tough. Fait que c'est de trouver quelqu'un que ça ne dérange pas d'arriver un peu tard dans le process. J'ai déjà une app. Aujourd'hui, je parle, j'ai déjà une app. J'ai dérisqué, j'ai financé ma business. Puis, tu vas-tu accepter de pas nécessairement te faire payer en échange d'avoir des parts? C'est-tu suffisant pour toi? Si ce l'est, il faut que ce soit suffisant, en fait. Parce que, en fait, c'est qu'il faut que ça te coûte de quoi pour que tu aies de l'équité. Tu sais, c'est qu'au final, de façon bien vulgaire, je pense, il faut que ça te coûte de quoi l'équité. Faut que ça te coûte du capital si t'es un genre d'investisseur, faut que ça te coûte du temps pour du sweat equity si t'es un early ou même late co-founder. Il y a quelque chose faut honorer la valeur actuelle et potentielle de l'équité des actions de cette compagnie-là d'une manière ou d'une autre. Puis l'autre pan que je sais jamais comment contraster avec l'espèce de coût de temps ou d'argent initial, c'est le upside un peu. T'sais. Fait que genre, est-ce que, oui, ça te coûtera pas nécessairement du cash ou du temps à rentrer, mais si le fait que tu rentres crée un upside de fou dans la compagnie, du genre de ton réseau, ton expérience, ton expertise, va faire en sorte que la compagnie va valoir encore bien plus cher, ben ça aussi, ça peut être valorisé. Mais j'ai quand même l'impression qu'une erreur que les jeunes founders vont faire souvent, c'est aller all-in avec du monde, tout splitter égal, puis genre créer des conventions d'actionnaires qui lockent ça dans le ciment sans clause de retrait des affaires ou sans toutes les espèces de checkpoints de OK, on a-tu tout vraiment contribué comme on a dit qu'on allait contribuer? On est-tu tout aussi motivé? On a-tu tout la même skin in the game? Puis moi, le conseil que je fais souvent, c'est genre, hey man,
marquez-vous ça sur une napkin de papier, là, puis genre, pognez-vous médiateur avocat qui va juste au moins, genre, vous mettre un minimum d'imputabilité. Ouais. Parce qu'il y a des histoires d'horreur des deux bords. T'as des histoires d'horreur de monde qui signe aucun papier, puis que là, ils donnent du sweat, ils travaillent. Puis là, ils arrivent plus tard, puis c'est genre, ouais, mais on n'avait rien signé, fuck you. Genre, t'es pas dans l'équité. Non, c'est ça. Mais t'as l'inverse aussi, de genre, on signe tous les papiers direct, puis genre, on est 33, puis on est 3. Puis finalement, il y a une des 3 personnes qui fait sweet fuck all. Puis genre, il n'y a pas les mécanismes en place, mettons, dans la convention d'actionnaire pour faire, ben là, you're out. Fait que ça devient du poids mort qui coast, qui ride sur genre les efforts des autres. Puis là, c'est frustrant. Fait que tu sais, des histoires de même, j'en ai entendu un paquet, là. Fait que je sais jamais exactement le conseil précis à donner à part, tu sais, tierce partie, minimum de structure d'imputabilité puis des choses incrémentales avec des possibilités de crisser du monde dehors, tu sais. Oui, 100%. Puis j'ai envie d'ajouter aussi à tout ça, parce qu'il y a un de mes mentors qui m'a dit, puis je lui posais la question, est-ce que je devrais avoir un cofondateur technique à un certain moment de mon processus? Il m'a dit, Marie, un cofondateur technique, ou plutôt de l'équité, c'est une façon de financer ta business. Puis là, j'étais là, OK. Il dit, si ce que tu veux vaut, mettons, 100 000 sur le marché, puis tu n'es pas capable de te le permettre, là, tu vas peut-être envisager l'équité. Mais si ce que tu recherches vaut 100 000 puis que tu l'as dans ton compte de banque, pas dans ton compte de banque, mais tu vas l'avoir sur 12 mois, mais paye-le. Puis là, moi, quand j'ai entendu ça, c'est une façon de financer ton entreprise, puis c'est là où ça fait un peu le pont avec ce que tu viens de dire. Si la personne peut t'amener tellement de valeur par son réseau, par déjà ses contacts, ben c'est une façon de financer, c'est une façon, c'est vraiment c'est de l'argent que tu mettras en marketing, en pub, c'est du temps que tu investirais à essayer d'aller de bâtir ton réseau. Fait que ça m'a comme un peu allumé, puis toujours en train de me dire, je suis capable de me le payer, ça, ou pas? C'est vraiment une bonne règle de pouce ou une bonne genre d'équation, je la prends. Nice. Puis en tout cas, c'est encore une porte ouverte, un work in progress de est-ce que tu vas avoir co-founder technique ou pas. Je pense qu'on va continuer vers Shopify. Tu as mentionné que quand tu as fait le switch de OK, là, j'ai fait ma consultation, j'avais mes outils custom que j'implémentais pour des clients, puis je me finançais comme ça. Mais à un moment donné, j'ai pogné le plafond, puis je me suis dit, je build une app custom, j'ai trouvé les devs, etc. Puis tu as dit, j'ai décidé que le premier connecteur ou la première plateforme sur laquelle Lila vivrait, ce serait sur Shopify. Exact. Pourquoi? Shopify est tellement de... c'est une entreprise qui était tellement en croissance. Au début, c'était uniquement une entreprise qui faisait des sites web transactionnels. Donc, c'était que pour le e-commerce. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Beaucoup de boutiques qui est leur système de caisse physique, c'est le POS de Shopify. Donc Commerce Operating System. C'est un OS de commerce au complet, pas juste un storefront ou un panier d'achat. Fait que c'est rendu, tu peux avoir 3, 4, 15, 20 magasins sur Shopify. Fait que j'avais quand même fait une bonne recherche à ce niveau-là. Puis c'est tellement en croissance. Puis tu sais, juste au Québec, il y a 26 000 boutiques sur Shopify. Il y en a, je me rappelle plus du chiffre, mais tu sais, c'est quelque chose comme genre 50 fois plus aux États-Unis. Donc, c'est énorme, le potentiel de tout ça. Puis, c'est international. T'sais, fait que je me suis dit, pourquoi pas, puis Shopify, surtout dans le domaine que Lila se niche, c'est beaucoup vêtements mode, produits saisonniers. Puis il y en a énormément. En fait, c'est la moitié pratiquement là, des commerçants de Shopify qui sont dans le beauté, vêtements, bien-être et tout. Donc, tu sais, il y a un énorme bassin. C'est un très beau terrain de jeu. Donc, sachant cela, je me suis dit, OK, premier connecteur, ça va faire un beau test aussi, parce que mon app, je sais que quand elle va être lancée, elle pourrait, moi, je suis toujours en train de me dire on pourrait lancer 10 000 features de plus, mais pour une V1, c'est vraiment parfait comme premier connecteur. Puis je dis premier connecteur parce que je ne suis pas une app Shopify. Je suis dans le App Store Shopify, mais je suis une app standalone. Donc, quand tu vas sur la App Store Shopify, tu cliques là, ça va ouvrir mon propre URL app.lilasolution.com et cette app-là, on peut la connecter en développant des intégrateurs custom avec n'importe quel autre ERP.
comme on est en train de faire en ce moment avec un de mes clients. Mais là, ce qui me buzz, c'est est-ce que les clients que tu as qui vont, mettons, utiliser Shopify, ils ont aussi un autre ERP en arrière ou est-ce que c'est des purs e-commerce players qui sont juste en ligne puis que tout leur inventaire vit dans Shopify? Tu sais, j'essaie de voir. Donc là, présentement, moi, je concentre mes efforts sur quelqu'un qui est 100% sur Shopify. C'est bon. Donc, qui va avoir une ou quelques-unes des boutiques, que toutes les ventes se font sur Shopify, tous leurs inventaires sont sur Shopify. Boutique en ligne, là. Boutique en ligne ou boutique physique. Mettons, OK. attends, je te donne un exemple. Benjo. Ouais. Ben là, mais ils sont sur Shopify. OK. En POS, là, fait que tu vas à la caisse. Fait que tu n'as pas besoin nécessairement que ce soit un commerce électronique, ça C'est peut bon. même être un magasin physique. C'est bon. Puis j'imagine que le client moyen ou la cible doit avoir un minimum de volume d'achat ou de stock pour justifier l'utilisation d'un outil payant. Petite règle de pouce pour utiliser ton expression. Moi, je dis en haut de 150 produits, tu commences un petit peu à perdre le contrôle puis à plus être capable de faire tes achats par cœur. Il faut savoir que les boutiques qui sont sur Shopify, souvent, c'est le dirigeant qui a le chapeau des achats. Fait que c'est le dirigeant qui fait pratiquement tout. C'est une très petite équipe. Donc, tu manques de temps énormément. Fait que dès que tu as 100, 150 produits, tu peux plus faire tes achats par cœur. Et sinon, à l'inverse, des très grandes entreprises, des grosses bannières qui peuvent avoir 50 magasins à travers la province, à travers le Canada, ont également des besoins en termes de planification des achats, ça c'est certain, parce que, ben justement, ils sont gros, ils ont beaucoup de stock à gérer, puis une erreur fait beaucoup plus mal. Ouais. Une erreur d'achat fait beaucoup plus mal à leurs opérations que... Mais ceux-là, sont-tu trop gros pour toi, mettons? Ou... Genre, t'as-tu un sweet spot pour l'instant que tu Sweet spot, je dirais, entre 1 et 50 millions de chiffre d'affaires. Fait que il y a quand même du terrain de jeu là-dedans. Ouais. Mais en effet, quand que c'est une plus grosse compagnie, souvent, ils vont déjà avoir des systèmes à l'interne, souvent développés in-house, développés custom pour leurs opérations. Ouais. Fait que moi, si j'arrive, je cogne à la porte d'une business puis que je me compétitionne à ça, ça va être un peu difficile parce qu'ils vont dire hey, nous, on investit des millions là-dedans. Ils ont souvent une équipe à l'interne ou ils ont une équipe à l'interne qui ont depuis 20 ans. Exactement. Fait que non, c'est ça, mon sweet spot entre 1 et 50 millions de chiffre d'affaires, minimum une boutique. Mais ça m'arrive d'avoir des clients qui sont 100% en ligne. Fait que c'est... Puis là, mettons, là, on fait un petit roleplay là, que je suis l'acheteur d'un store Shopify, là, puis je plug Lila. Quelle chose ça m'aide à accomplir, mettons, genre concrètement? J'ai le goût de catcher, mettons, c'est quoi que je vais... Quel problème je vais régler concrètement, dans le fond? Ouais. Ben, pour répondre à ta question, j'ai envie de faire un petit résumé du poste d'un acheteur dans une business. L'acheteur dans une entreprise ou le planificateur des achats, c'est lui qui décide quel produit on va vendre, à quel moment il va rentrer. Je le fais-tu jaune, noir, blanc? Il va-tu avoir des petites fleurs dessus? Donc, tout ça, dans le fond, tu décides complètement ce que la compagnie vend. Ça s'appelle acheteur, mais tu sais, c'est vraiment... C'est drôle comme nom, mais au final, l'acheteur est vraiment au centre de est-ce qu'on va faire nos objectifs de vente à la fin de l'année? Est-ce qu'on va se ramasser avec beaucoup trop d'inventaire à la fin de nos saisons? Donc, c'est lui qui est responsable de tout ça. Donc, pour faire tout ça, il passe la moitié de ses semaines à analyser ses données. Puis analyser c'est lesquels les produits qui sont les bons vendeurs, lesquels qui sont pas trop bons, lesquels qu'il faut recommander parce que je vais en manquer. Puis si tu manques, tu vas perdre de l'argent. Une stat dit qu'environ 11% du chiffre d'affaires d'une entreprise est perdu chaque année par opportunité manquée. Ça veut dire que tu n'avais pas le bon produit au bon moment. Tu rentres dans une business, il n'y a pas le produit que tu veux ou il ne l'a pas dans ta taille. Ça arrive très souvent. Fait que, moi, ça m'arrive. Écoute, ça arrive dans toutes les tailles. Fait que, y a pas de... Puis, ça va... Puis là, tu sais, comme j'ai dit, fait que ça va vraiment l'aider à prendre les meilleures décisions puis à sauver du temps. Puis là, upstream, ou avant même tout ça, c'est-tu genre l'acheteur qui spot les tendances ou qui fait de la recherche de marché de OK, le type ou le style d'affaires qu'on va acheter cette année, ça va être plus ça, genre. Ça, Lila n'est pas impliqué là-dedans. Je suis pas impliquée là-dedans. Tout à l'heure, tu sais, quand je dis qu'à peu près, sensiblement, le ratio, c'est 50% de l'analytique de données. L'autre 50%, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment d'être au courant de c'est quoi que ma compétition a fait.
les compétiteurs, ils vendent leurs produits à quel prix environ, pour rester compétitif. Et oui, recherche de tendance, même tu peux... C'est tout dépendant de dans quelle entreprise, parce que parfois, c'est le département du design qui va avoir un peu plus de poids. Parfois, l'acheteur décide complètement du tissu qui va être utilisé, de la couleur. C'est lui qui va approuver les échantillons quand ça arrive des manufactures. Fait que dans le 50-50 du rôle d'un acheteur typique, Lila est plutôt dans le 50 qui est par rapport à la gestion. Analyser, faire spotter quel produit il faut recommander, puis en début de saison, décortiquer un plan d'achat, savoir où tu t'enlignes. Fait que, moi, ce genre de 50%-là, mon but, c'est de l'automatiser pratiquement 100%. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'en est un aussi qui joue beaucoup, beaucoup sur la bottom line, là, sur les profits et la top puis bottom line de la compagnie. OK. Puis y a-tu d'autres solutions qui font ça, mettons, sur Shopify? Pour Shopify ou agnostique à Shopify? Oui, écoute, il y a des petites applications, ce que je voulais pas dire le mot petit, il y a des applications qui sont sur Shopify qui sont spécialisées dans la gestion d'inventaire. Ils peuvent avoir ou ne pas avoir de l'intelligence artificielle, donc carrément des algorithmes qui vont prédire ça va être quoi les tendances, les ventes pour un produit en particulier et donner des suggestions de restock pour des produits qui sont récurrents. Donc, mettons, prenons en exemple une quincaillerie qui ne veut jamais manquer de vis, tel modèle. Fait que là, l'app a fait tout le jour lui dire « Ah, OK, gars, aujourd'hui, commande-en 350, tu vas en manquer. » Fait que tu sais, c'est beaucoup ça. Moi, là, où j'ai vu un enjeu puis quelque chose qui était pas qu'on ne pouvait pas trouver sur le marché, c'était toutes les entreprises mode ou saisonnières qui... Eux, ils veulent pas avoir une alerte restock de leurs robes roses qui vont manquer à la fin de la saison. C'est voulu qu'il en manque. Puis on recommence le processus la saison d'après. Donc là, c'est vraiment d'aider à savoir tes prochaines collections, c'est où que tu t'enlignes, quelle catégorie de produits a bien fonctionné, lesquels ont bien fonctionné, lesquels ont moins bien fonctionné. C'est là où j'ai, à date, dans la niche que je vise, trouver aucune autre solution qui pouvait aider à ce niveau-là. All right, folks. Un petit shout-out à Apollo 13, partenaire produit Ça se passe. C'est un studio no-code, low-code spécialisé en MVP qui look good puis qui scale pas pire pantoute. Basically, ils bâtissent des killer MVPs rapidement puis à moindre coût avec des outils qui sont très user-friendly. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec leur associé et directeur, M. Olivier Rousseau. OK, de retour au pod. Mais mettons une brand comme Woman's d'Andréane Marquis. Là. Ça pourrait clairement utiliser ça. Là. Oui, il pourrait vraiment. Ouais. Répondez à mes courriels. non, mais c'est juste que je pense, j'ai ça en tête parce que j'ai dîné avec les filles de Capital Numérique récemment, déjeuner. Puis il y en avait une qui avait un super bon manteau. Je dis, c'est bien sick ton code d'hiver. Puis elle dit, c'est Woman's. Puis ma blonde, elle tripe bien gros là-dessus aussi. Fait que c'est pour ça que j'avais ça top of mind. OK, fait que est-ce que c'est tough de faire approuver ton app sur Shopify, de la faire rentrer, la facturation, c'est eux autres qui gèrent ça, toi? Tu sais, comment ça marche, ce côté-là? Puis c'est tout récent là, que Shopify gère la facturation. Fait que ça, on était super chanceux qu'on s'est évité ce développement-là. Le processus, c'est vraiment très structuré. Hein? La liste là, de points à valider, elle est là, elle est publique. Pour développer un connecteur avec Shopify, c'est super bien documenté. Fait que pour ça, on a été chanceux. Mais le processus pour faire approuver, ça demande à ce qu'il y ait quelqu'un chez Shopify qui teste. Puis nous, ça nous a pris 45 jours. C'est quand même long. Normalement, ils disent en 2 semaines, il y a quelqu'un qui va avoir révisé votre app. Puis si on n'a rien trouvé, félicitations, vous êtes dans l'App Store, mais nous, à chaque fois, ils trouvaient de quoi. Ou des fois, ils n'avaient pas trop compris la fonctionnalité, fait qu'ils disaient « Ah, ça semble pas fonctionner », puis là, je réalisais « OK, moi, ça me donnait quand même du bon feedback. » J'étais là « OK, ça veut dire que c'était pas clair, ma features. Okay. » Puis sinon, il a trouvé des sweet spots ou des angles morts que nous, on n'avait jamais testés. Fait que des bugs au niveau de « Hey, j'ai essayé d'installer ton app, puis dès que j'ai fait X, j'étais capable d'aller dans ton app sans payer. Fait que j'étais, OK, c'est excellent que tu aies trouvé ça parce qu'on l'aurait comme jamais vraiment vu. Fait qu'ils ont comme un peu une équipe de QA là, d'assurance qualité qui... Ouais. Puis c'était quand même assez quick. Là, dès qu'ils nous disaient, on a vu tel bug, ils mettaient son petit enregistrement vidéo, on leur répondait. 2 jours après, ils nous répondaient. Fait que c'était quand même
bien fait. Mais c'était un peu long. Cool. Combien de temps, roughly, mettons, quelqu'un qui se dit, moi, je veux peut-être en starter une? Ben là, comme je vous ai dit, moi ça m'a pris 45 jours entre la première soumission puis l'acceptation. OK, c'est pas super. Puis, combien qu'ils prennent de frais? Comment ça marche côté facturation? Le fait que tu es distribué via leur App Store, ça a plein d'avantages. Ils se prennent rien en bas de 1 million de chiffre d'affaires. Fait que dans le fond, moi, avant mon premier million, ils se prennent 0%. Fait que c'est vraiment le fun. Ouais, c'est très startup friendly. En fait, c'est pour attirer justement un maximum d'apps dans l'écosystème. Ben, c'est leur modèle d'affaires complètement. Fait que... Puis après? 3%, je pense. Hey, je sais plus. Sans compter Stripe, sans compter frais de carte de crédit. Ben, non, parce que c'est eux qui le gèrent. C'est vrai, ils ont white labelé un genre de Stripe ou autre chose d'autre. C'est vrai, je m'en rappelle plus. Je pense que c'est 3, puis là, c'est pas que ce soit plus. En tout cas, je viens d'avoir un flash, mais je t'en reparlerai offline. Mais genre, j'ai un de mes meilleurs amis qui a un énorme shop Shopify. Complètement débile. Parfait. Mais je sais pas à quel point la saisonnalité joue là, dans son affaire. C'est les pièces de moto. C'est OG Original Garage. Oui, j'ai essayé de... À Sam. J'ai envoyé un courriel aussi, là, il y a 2 semaines. Moi, dans le fond, je suis juste là à te faire des lay-ups. OK. T'as-tu déjà une autre plateforme sur ta liste de genre, OK, on va essayer de s'intégrer aussi avec un... c'est quoi l'autre? Big Commerce ou genre... Lemon Squeeze, je sais plus trop, il y en a plein. Là. C'est encore en réflexion. On analyse ça. Okay. Puis je pense que ça va venir avec la demande aussi, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Puis, j'ai le goût de parler de toi, 30 secondes. Mettons, pas nécessairement 30 secondes, le temps que tu veux. Je sais pas pourquoi j'ai dit 30 secondes. Comment tu as évolué dans ton rôle de fondatrice? Ce que je veux ici, c'est un contraste entre les premiers mois de ta business puis les derniers mois de ta business. Genre, au jour le jour, une semaine typique pour toi, ça a-tu changé pas mal? Oui, vraiment. Puis je suis toujours en apprentissage aujourd'hui. Ce que j'aime dire, à devenir une meilleure leader, là. Mais tu sais, au début, à nos tout débuts, justement, quand on commençait le développement de l'app, des fois, c'était vraiment pas clair dans mes demandes ou pour développer une feature, c'était un petit message dans Slack, puis je disais, j'aimerais ça qu'on fasse telle affaire. Ou, hey, il y a tel bug, puis là, on se perdait dans les messages. Puis, tu sais, juste ça, là, de devenir product owner ou product manager, ça a été tout un apprentissage. C'est sûr. Quel outil on utilise? Là, on est rendu dans Trello, on commence à avoir une belle structure. Nice. Mais, oui, il y a vraiment une grande différence. Puis, d'être capable de... Ça, c'est toujours en travail, mais d'être capable d'amener une certaine discipline, ou comme ça fonctionne bien, ça fonctionne moins bien. Fait que tout ça, c'est... Parce que là, c'est la première fois que tu as une équipe, puis des employés comme à ta charge, entre guillemets. Ben, carrément. Là, moi, genre, c'est dans des affaires que j'oublie. J'ai déjà oublié de faire des payes. Je m'excuse. Je sais pas comment ça marche. Ou, tu sais, on parlait de comment ça marche les fériés. Tu sais, là, il va y avoir Noël, jour de l'an. Genre, j'ai reçu des courriels de mes comptables, de chiffres, qui gèrent ma paye à propos des fériés, puis tout. Puis je lis, puis j'essaie de me dire, OK, y a-t-il quoi qu'il faut que je prenne comme action? Genre, je pense, puis je me dis, je pense pas. Je me dis juste, ça, je leur fais confiance. S'il y a quoi que c'est ça, ils me diront si j'ai fuck up ou whatever. La seule affaire que je fais, c'est m'assurer qu'il y a assez de cash dans le compte tout le temps pour le payroll. Ouais, exact. Cool. Fait que t'as pris plus d'autorité, pas d'autorité, mais plus de confiance peut-être en termes de gestionnaire. T'as aussi pris plus de structure en termes de product owner, product manager. Puis là, t'as la nouvelle personne qui est rentrée ou récente personne qui est rentrée, c'est pas au niveau engineering ou produit, c'est au niveau... Non, exact. C'est ma première embauche non technique, tu sais. C'est cool, ça. Fait que responsable développement des affaires, puis que j'aime l'appeler pratiquement, ça va devenir mon bras droit, là, parce qu'il y a plein d'autres choses aussi que je fais au quotidien que je pourrais mériter un petit peu d'assistance, mais c'est vraiment là pour nous aider à décrocher des clients, faire connaître la marque. Puis, t'as mentionné, genre, ton réseau, t'as name drop, mettons, Rafpark, tout ça, fait que ça me fait penser, genre, mettons, t'as-tu un entourage d'entrepreneurs fort? T'as-tu un réseau? T'as-tu des mentors? T'as mentionné mentors, des amis, tu sais, ça ressemble à quoi ton entourage entrepreneurial? Ben, c'est ça, j'ai pris un peu de recul en amont pour réaliser que j'ai beaucoup d'entrepreneurs ou de travailleurs autonomes dans mon entourage, puis c'est vraiment le fun.
Tu sais, quasiment, j'ai pas de stats, mais tu sais, quasiment une personne sur 3 ou une personne sur 4. Wow. Là. Fait que Très, c'est. très cool. Ouais, puis dans mon entourage, dans les amis à mon chum aussi. Fait que ça, c'est vraiment le fun, tu sais. Puis dans des soupers, on essaie de pas trop parler de job, mais en même temps, ça fait du bien qu'on se comprend, on se donne des conseils. Puis sinon, un niveau de mentor un peu plus officiel, là, tu sais, moi, je suis incubée ou j'essaie dans des accélérateurs. Puis à ce moment-là, ben, ça nous donne un très beau réseau de mentors que c'est moi, je vais arriver, mettons, au camp. Je leur dis, moi, en ce moment, j'ai vraiment de la misère au niveau, je sais pas moi, commercialisation. Tu peux-tu me matcher avec un mentor qui va m'aider? Puis, ouais, ou tu sais, même BP, là, qui est Bruno Pierre, lui, c'est lui qui m'avait dit de voir l'équité comme du financement, mais lui, il forme les fondateurs. Je me rappelle plus c'est quoi comment il se décrit, mais c'est vraiment lui. Moi, je vais t'apprendre à être une meilleure leader. Fait que c'est vraiment incroyable puis, d'avoir ça. Ce que je trouve beau dans toute ta réponse, c'est que oui, t'es solo founder non technique, mais t'es bien entouré. Ouais. Puis je trouve que justement, tu sais, hey, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour faire la prochaine paye? Hey, est-ce que j'ai fait une bonne embauche ou une mauvaise embauche? Devrais-je avoir un co-founder ou une co-founder? Est-ce que c'est une bonne idée de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale et mes finances personnelles vont-elles en souffrir longtemps? Non, mais il y a plein d'affaires tough, puis de questions, puis de doutes, puis d'être supporté puis encadré, c'est fucking important. Je pense que ça te crée genre un filet ou des fois juste le coup de pied dans les fesses que t'as besoin pour genre te sortir de ta torpeur puis genre retourner dans l'action puis dans les décisions, tu sais. Vraiment. Ouais. OK, fait que c'est nice ça que t'as ça. Je suis content. Très, très, très content. Qu'est-ce qui est le plus difficile à propos de travailler avec toi? Je pense que ce qui est le plus difficile, il y a peut-être deux facettes. Ben, en fait, puis je sais pas, tu sais, puis faut peut-être me dire que c'est normal, là, mais j'ai l'impression qu'en termes de développement de produits, souvent, je suis comme, OK, c'est ça la priorité. Puis là, après ça, je suis comme, hey, non, c'est vraiment pas ça pantoute. C'est, hey, regarde, on met tout ça sur la glace, puis on change, c'est rendu ça qu'on va faire parce que il y a, je sais pas, moi, j'ai un client qui m'a dit, hey, si t'as cette features-là, genre, c'est sûr que j'embarque. Fait que là, OK, let's go, tu sais, puis peut-être que je m'emballe un peu trop. Fait qu'il y a peut-être cette petite chose-là qui est à travailler. Pour les devs, du moins. Pour les devs. Ben, puis tu sais, à date, c'est que ça que j'avais dans mon équipe. Fait que, tu sais, on va voir, là, sinon, qu'est-ce qui se... Il y a deux choses. Je pense que c'est ton premier rodéo produit aussi, right? Genre, c'est normal qu'il y ait une courbe d'apprentissage. Je pense aussi qu'il y a une imprévisibilité dans hey, c'est quoi exactement le produit ou le format de notre produit qui va fitter avec le marché et générer des dollars. Tu sais, c'est normal que ça bouge, surtout early, parce que il y a un niveau de chaos qui est juste normal, genre naturel, puis comme tu figure out des affaires. Puis en t'améliorant côté product management comme tu as fait, à un moment donné, tu pognes un minimum de structure qui t'aide à prendre ces décisions-là. De genre, OK, je le priorise-tu oui ou non? Je dis-tu oui ou non à cette feature-là? C'est-tu des bug fixes qui vont faire bouger l'aiguille ou c'est, mettons, une intégration? On est-tu rendu à ralentir les features, justement? Puis, fait que, il y a un paquet de décisions comme ça, mais je pense que c'est une bonne auto-lecture que tu as faite. Merci. Ton pricing model, tu l'as décidé comment puis il ressemble à quoi? Oh mon Dieu, c'est tellement bon. Ça m'a pris quasiment... Tu sais, j'ai dit le développement a duré 14 mois, puis ça m'a pris 13 mois avant d'être confiante avec le prix que je voulais charger. Là. Tellement peur de charger trop cher, pas assez cher. Puis, ben, très beaucoup, j'ai peur d'être trop cher puis qu'aucun client veut l'embarquer. Là. Fait que finalement, écoute, je me suis assis sur entre 200$ et 900$ par mois. C'est en US parce que Shopify oblige. Mais puis là, t'as 4 tiers, là. Fait que, tu sais, entre 200$, si t'es en bas d'1 million de chiffre d'affaires. Si t'es plus que 10 millions de chiffre d'affaires, c'est 900$ par mois. J'aime ça, je vais te le dire à chaud, mettons, là, ou c'est à froid qu'on dit? Je pense que c'est à froid qu'on dit. Whatever. Je vais te le dire right now. Ce que je pense, c'est le fait que tu sois dans les 3 chiffres, c'est bon. Parce que déjà, je pense que ça a une perception de genre un minimum de premium. C'est pas une app... c'est pas une gogos ou c'est pas une commodité à 8$ par mois que genre j'ai aucun risque à part 8$ à l'essayer puis au pire ça marche pas, je le déplogue. Fait que je pense que
ça prévalide ou ça préfiltre, c'est le mot que je cherchais, une partie de tes clients pour avoir des clients quand même assez sérieux. Ouais. Mais en même temps, si tu gères un inventaire ou un portefeuille de revenus d'une compagnie qui est entre 1 et 50 millions, 200 à 900 pièces par mois, c'est pas la mer à boire non plus. Fait que c'est pas trop intimidant. Fait que, genre, mon réflexe, c'est de te dire, OK, ça semble être un sweet spot. Évidemment, le pricing, c'est tout le temps stressant, mais genre, c'est un levier sur lequel tu veux tirer quand même souvent. Oui. Puis, tu sais, dans tout ce qu'on se parlait offline aussi, la possibilité de voir comment les gens réagissent à différents pricing ou genre de leur demander carrément, genre, tu sais, combien ça vaut régler ce problème-là pour toi, mettons, là, tu sais. Puis, de ce que tu m'as expliqué, de la saisonnalité et de la rapidité, de comment les stocks bougent, comment les tendances dictent, mettons, le cash que tu vas faire ou pas, ou genre l'inventaire que tu vas écouler ou pas. Il y a probablement beaucoup plus d'argent tout court à sauver dans la compagnie que le 200 à 900 pièces, ce qui est excellent. 100%. Puis t'ajoutes par-dessus ça le temps qui est sauvé, probablement. Parce que tu reviens à comme quand toi, tu avais ce métier-là, tout le temps que tu perdais, etc., etc. Fait que non, je serais curieux. Anyway, tu vas... En allant sur le market, en commercialisant, en vendant, tu vas avoir du feedback puis tu vas pouvoir jouer avec ton pricing, mais c'est vraiment intéressant. Puis t'as des tiers, tu les as coupés comment? Genre, qu'est-ce qui fait que tu montes du tier A à B à C à D? Ah, c'est le chiffre d'affaires. Fait que, tu sais, mettons, c'est ouais, fait que si la business fait 1 million de chiffre d'affaires, est dans le premier tier, puis automatiquement, l'année, si elle est rendue qu'elle fait, mettons, 5 millions, ben elle va tomber dans... Fait que c'est pas capé par stock en ce moment, là, mettons, ou par quantité ou collection. Non, exact. Ça a vraiment fait partie de mes réflexions. Est-ce que c'est genre selon le nombre de produits? Mais tu sais, je me disais, si une business a 5 produits puis c'est des frigos qui valent 2000 pièces, est-ce que je charge moins cher qu'une business qui a 1000 produits à 1 pièce? Tu sais, c'est comme, je me disais, je pense qu'il faut que j'y aille avec sa capacité de paiement, tu sais. Ouais. C'est comme un peu mon thinking. Vite de même, ça semble faire du sens. Je me demande juste si la douleur ou le problème est plus vif et plus intense quand le stock est vraiment, vraiment, vraiment plus grand. Ou si les économies que tu vas leur faire sont vraiment, vraiment plus grands, si c'est un inventaire énorme versus un inventaire petit. Parce que la capacité de payer qui est un gros facteur, évidemment. Là, tu sais, genre, la logique de ce que tu dis est vraie, mais je me demande si... Mais anyway, là, je suis en train de tourner ça en workship de pricing. Je m'excuse. Oh non, je vais rechanger mes idées. Non, mais ça m'intéresse crissement. Pour vrai, c'est pour ça que je fais ce podcast-là, I guess. Super. Puis, côté acquisition, là, tu as dit, OK, ben Frank, j'ai une nouvelle embauche qui va être plus comme mon bras droit pour tout ce qui est on fait de la vente, on fait du marketing, comment qu'on le fait, comment qu'on va y chercher. Mais as-tu déjà fait des efforts, des expérimentations d'acquisition de clients, puis ça ressemblait à quoi? Mettons? Oui. Ben, de un, moi, tu sais, quand je me suis lancée en affaires, ben, au début, j'étais consultante, puis je faisais non seulement les outils Excel, mais je donnais aussi de la formation en planification des achats. Puis j'ai voulu un peu, à un moment donné, sauter sur l'occasion puis donner des conférences puis des webinaires sur démocratiser l'importance de la planification des achats dans le commerce de détail. Je trouve que souvent, une entreprise retail qui va pas trop bien associe... mettons qu'une entreprise veut augmenter ses ventes, tu l'associes à « je vais investir plus en marketing ». Mais retourne un peu plus à la source. Est-ce que le produit que tu vends, c'est le bon produit qui va te générer le maximum de ventes? Ça, c'est de la planif d'achat. Fait que moi, c'est un peu ça que je veux un peu commencer. T'sais. Fait que ça, c'est un créneau que j'ai adopté. Donc, j'aime donner des webinaires, des conférences. Fait que ça m'amène une belle visibilité. Oui. D'ailleurs, là, juste en octobre, au rendez-vous e-commerce, j'ai donné un panel avec... moi, j'animais le panel avec 2 de mes clients, le PDG de Pentagone, la directrice des opérations chez Menilo Design, devant 150-200 détaillants. Puis, je parlais de ça, puis j'ai un petit peu plugué Lila, mais c'était vraiment pas le but de ça, tu sais. Fait que ça, je le fais. J'aime beaucoup le faire, puis je vais continuer de le faire. Puis sinon, c'est très approche directe. La vente, outbound. Là. Très direct. Puis... As-tu une plateforme, un canal de communication préféré quand tu fais du outbound en vente? Genre, si tu LinkedIn, si tu téléphone, si tu texto, si tu email, si tu tout ça? C'est
courriel, si c'est des plus petites compagnies que, mettons, le dirigeant, c'est elle, mettons, qui fait tout, ben moi, je suis quand même beaucoup Instagram, dans le fond. OK, ouais. J'ai même pas flashé, j'avoue. Ouais, moi, Ouais. j'ai DM sur Insta. Salut, je m'appelle Marcat. J'ai développé une app, puis genre, blablabla, tu sais. Fait que ça, puis LinkedIn, ouais, beaucoup. OK. Très cool. Puis là, cette nouvelle personne-là, c'est quoi ton play? Tu vas-tu, genre, je sais pas c'est quoi son nom, là? Gabriel. Gabriel. Bon. Tu vas-tu dire, OK, Gab, viens avec moi, puis genre, tu fais juste me shadow, puis après ça, tu fais la même affaire que je fais, ou tu la lances sur une nouvelle affaire? Ou... Ben, il va avoir un peu de shadow au début, Ouais. mais je le répète, je pense pas que je suis la meilleure personne pour closer des ventes. Fait que je veux comme, copie-moi pas parce que j'ai peut-être pas la meilleure approche. Fait que regarde, apprends c'est quoi l'app, c'est quoi le métier de l'acheteur, tu sais, apprends tout ça. Puis à un moment donné, on va trouver puis on va tester ensemble, mais tu sais, peut-être qu'elle va avoir des idées beaucoup plus créatives que moi puis qu'elle va être meilleure que moi pour closer. Ben, fait que, tu sais, hopefully, let's go. c'est ça qu'on veut, c'est trouver de monde qui sont plus sharp. On va faire des essais-erreurs, on va être créatif. Peut-être qu'on va se planter, mais peut-être que ça va vraiment marcher. C'est cool. Je suis sûr que tu vas... Moi, en tout cas, mettons, quand Joe est arrivé, ou les premières fois que j'ai embauché du monde en marketing chez Snipcart à l'époque, là, ça amène tellement une énergie là, de genre aller genre au front, là, pour utiliser le style d'analogie de guerre plate, là, je m'excuse, mais bon. D'aller au combat, d'aller sur le ring, d'aller je sais pas quoi, là. D'aller conquérir à deux. Genre pas juste tout seul. Tu peux bouncer tes idées, tes doutes, tes remarques, ton feedback sur quelqu'un d'autre, puis la même chose pour l'autre. Puis en tout cas, personnellement, j'adore ça. Fait que je pense que ça va t'amener une bonne énergie. Ouais, pour la nouvelle année, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est fucking nice. Puis tu l'as trouvé comment, elle, cette personne-là? LinkedIn. À chaque fois que j'ai fait des ouvertures d'emploi, des postes, c'était LinkedIn, mais sinon, ça se passe, toi aussi. C'était pas une... Non, c'est une blague. Non, j'ai même pas pensé à ça. Oh oui, on a un job board gratuit. Exact. Merci pour la plug. Ouais. C'est très, très, très gentil. Puis des efforts, genre plus de paid ads, de contenu marketing, de social media, ça, t'as-tu genre ouvert le gaz là-dessus ou c'est comme pas là pour l'instant? On est avec une amie à moi qui a son agence en marketing numérique, Rally. On travaille sur une stratégie en ce moment pour faire des publicités payantes et cool. tout. Fait qu'elle c'est une pro là-dedans. Par contre, en ce moment, on n'a juste pas switché ça à on. Puis, tu peux pas tout faire en même temps. C'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est elle qui m'a dit, Marie, si tu veux que ça marche, il faut que tu mettes 50$ par jour par plateforme. J'étais là, ça va être pour plus tard. Fair enough. Ouais. Oh, c'est comme tout le temps une danse de genre, ben, je veux générer des revenus, ben, il faut que tu dépenses pour ça. Ben, oui, OK, ça. je les prends où, quand, comment. Ouais. C'est pas tout à fait facile. Mais là, c'est cool parce que tu vas avoir une personne que tu vas pouvoir lancer cette personne-là, que tu assumes son salaire dans plein de tactiques, puis hopefully ça va marcher. Exact. Côté embauche, on en a parlé pas mal. Premièrement, as-tu trouvé ça difficile? On dirait que pas tant, genre, trouver du monde. Oui, t'as rushé côté co-founder, puis c'est normal. Là. Mais genre, trouver des devs, t'as-tu trouvé ça tough? Genre, les quand même. Passer en entrevue, au début, j'étais incapable. Hein, ben non, mais c'est pas... Tu sais, je veux dire, j'étais capable de dire, genre, « Hey, salut, c'est quoi tes forces, tes faiblesses? » Tu sais, tout ça. Mais de demander des questions techniques. Fait que là, moi, j'emmenais du monde avec moi en entrevue, des gens techniques, puis là, j'étais comme... Peux-tu valider puis le tester, tu sais, s'il semble être calé pour ça. Puis oui, ça a quand même été tough, ça l'est encore. Écoute, tu sais, en si peu de temps, il y a quand même eu un petit roulement quand même, des essais, des gens avec qui ça a bien fonctionné, d'autres avec qui moins. Fait que, ouais, c'est difficile. Puis justement, comme tu dis, en étant quelqu'un de non technique, d'être capable d'évaluer, puis de réaliser rapidement si ça fait la job ou non, là, tu sais. Puis là, ouais, exact, parce que, en fait, il y a des manières de le faire, mais genre, au début, si tu l'as jamais fait, j'imagine que... Exactement. Comment t'évalues une personne technique? Ça m'a aussi contraint à... Il y avait plein de belles candidatures que j'avais, mettons, sur des juniors. Puis ça aurait été parfait pour mon budget d'engager des juniors. Mais je pouvais pas avoir un junior parce que j'aurais pas été capable de l'idée, de l'encadrer. C'est souvent... c'est ça. Fait que je cherchais day one, genre des seniors. Fait que c'était d'autant plus compliqué. Puis un senior qui ne demande pas 200 000 par année. Exact. Ah ouais. Non, je te file. Puis,
est-ce que tu faisais faire des tests techniques que tu avais fait designer par peut-être des amis ou connaissances dev, puis que tu leur faisais réviser à eux autres aussi? Non, test technique est arrivé très, très récemment. On en a un, mais non, ça a été très long avant qu'on instaure ça. Puis pour la nouvelle, Gab, mettons... Gab, comme c'était full match. C'est le dernier podcast que j'enregistre de 2024, mesdames et messieurs. Ouais, elle, tu as-tu fait faire des entrevues, excuse-moi, des mises en situation, des tests, genre, ou comment t'as vetté, genre, je pense qu'elle a ce qu'il faut? Gut feeling. Gut feeling là-dessus? Ouais. Let's go, YOLO. YOLO, viens-t'en, Gab. Ouais. All good. All good. Puis là, t'as parlé de budget, t'as dit, mettons que j'aurais pu avoir des juniors, ça aurait été mieux pour mon budget, mais comme le risque-bénéfice pour moi, dans ma position, était trop élevé de prendre des juniors. C'est super legit. Mais t'as parlé de budget, t'as parlé de sub avant. Fait que ma question, c'est est-ce que toute la majorité du cash venait plus des subs ou aussi ton gig de consultante qui a aidé à financer la compagnie? Oui, genre, c'est les deux? Ou? Oui, donc 50% des dépenses reliées au développement de l'app sont payées par une sub. Puis l'autre 50%, je l'ai déversé soit de mes poches ou soit de revenus de consultation que j'allais chercher. Fait que moi, je faisais du consulting, tout l'argent qui rentrait, ça partait en salaire. Skin in the game. Ouais. T'as mis ton argent où ta bouche est. C'est quoi qu'ils disent en anglais? Put your money where your mouth. Ah, c'est les bottines ont suivi les babines. Ouais. Ouais. Mais tu sais, en plus, c'est fucking nice, Marie, pour vrai. Ben, merci. Puis tu sais, les subs au début, tu sais, elle que j'ai réussi à avoir, c'était incroyable. Puis tu sais, c'était 150 000 de subventions. Okay. Puis là, moi, je capotais, là, j'étais là, genre, 150 000, mais tu sais, rich bitch. c'est 50%, fait qu'il faut que tu dépenses 300 000. Ouais, fait que j'étais là, OK, il faut que je trouve, moi aussi, 150 000. Fait que ça, c'est... Oh, c'est pas... There's no such thing as a free lunch. Que ce soit des subs ou des bourses ou whatever, ça coûte de quoi en temps, souvent en argent aussi. Puis, mais un outil clairement fucking utile et pertinent parce que sans ça, je sais pas si Lila serait là ou je veux pas dire ça. Je veux dire, sans ces subs-là, tu serais pas où t'es là aujourd'hui. Ah non, mettons. Exact. Ou ça aurait été tellement plus long. Probablement que j'aurais peut-être fini par trouver un co-founder, qu'on se serait pas payé de salaire, etc. Ah, peut-être, ouais, c'est ça. C'était le plan 1. Mais non, ça a certainement fait accélérer les choses. Peux-tu parler, parce qu'il y a plein de jeunes founders qui écoutent, puis, ou des first-time founders, disons, là, qui vont se demander, Chris Motou, je pense qu'il me faudrait, mettons, peut-être c'est des gens techniques qu'il leur faut un co-founder plus en commercialisation ou l'inverse. Toi, t'es allé sur un tool de Y Combinator que tu m'as parlé. Tu veux juste me parler de ça un peu pour inspirer le monde ou donner cette idée-là? Oui, exact. C'est comme un Tinder, mais pour trouver des co-founders. C'est-tu actually comme un Tinder, genre, que tu swipes droite-gauche? Non, t'as pas de gauche, mais t'as genre connect ou skip. Fait que c'est pas mal, tu sais. Fait que tu bâtis ton profil. Ça s'appelle comment, ça, genre? C'est le Y Combinator. C'est sur le YC, puis t'as juste un onglet match, co-founder matching, un truc comme ça. Co-founder finder, peut-être. Okay. Fait que tu te fais ton profil, tu écris un peu ton projet, ce que tu recherches, tu sais, tout ça. Tes centres d'intérêt, puis tu as des matchs. Puis là, tu mets un rayon aussi. Si tu veux que ce soit dans ton pays. Ouais, c'est ça. L'UX, c'était-tu le fun? C'était-tu genre nice ou c'était comme lourd? Puis... Ah non, c'est vraiment correct. Là. C'est parfait pour... Puis mettons, toi puis moi, on est là-dessus, puis là, tu dis connect, je dis connect. C'est quoi qui se passe? On se fait mettre dans un DM, genre? Ouais, dans un DM. Ou avant de connecter, tu es obligé d'écrire une petite phrase. Salut, j'aimerais ça, qu'on s'appelle, tu sais, blablabla. Tu allais prendre un café. Ouais, genre, c'est vraiment... Genre... Mais, OK, c'est complet. Puis c'est qui t'avait, mettons... Comment t'as découvert ça, toi? C'est quelqu'un qui m'en a parlé, un entrepreneur, il y a peut-être un an, il m'avait dit « Hey, tu irais voir sur le YC, tu as vu que je cherchais un co-founder. » Fait que... Mais il doit y avoir beaucoup de bruit versus Signal. C'est-à-dire, il doit avoir, comme sur Tinder, en fait. Ah, je sais pas, mais moi, j'étais vraiment fixée sur genre, faut que la personne, elle soit max à Montréal. Il y avait tellement pas de choix. Vu que, c'est américain, là. J'ai l'impression que c'est pas assez connu ici, fait qu'il y a pas beaucoup de... Je sais pas si on pourrait faire ça, que ça se passe un moment donné, peut-être. Hein? Oui. Un genre de local Tinder for co-founders. Ouais, en tout vraiment. cas, à voir. On s'en va tranquillement vers notre closing.
Je vais te parler d'erreurs. Bon, évidemment, on en fait tous. Ça fait partie du parcours, etc. Mais y en a-tu une erreur top of mind que tu as faite que tu voudrais juste partager avec l'audience pour inspirer du monde ou leur éviter de faire ça ou je sais pas? Ouais. Inspirer. Le plus pas qu'ils Je sentent ça. pense, comme tout, erreur de débutant. Au début, quand je faisais de la consulte, ça allait bien mes affaires, puis genre, j'ai rentré beaucoup d'argent. Ouais. Erreur, la dépenser. Genre, vraiment, le nombre de fois, je me suis dit, aïe aïe. Ouais. J'avais ça. Je peux pas croire, j'ai dépensé ça. Alors que genre j'en avais tellement besoin 6 mois plus tard, tu sais. Fait que ouais, ça, je pense que ça serait mon petit conseil. Mais par contre, t'as un unfair advantage, toi, dans ta business. Puis c'est une des affaires, je pense, qui a fait que t'as gagné le pitch aussi, c'est que t'as fait la job du monde à qui tu vends aujourd'hui, de tes clients d'aujourd'hui. Mais ensuite, t'as même fait le stepping stone entre les deux de faire du service pour l'industrie, pour le ideal customer profile auquel tu veux vendre. Puis ça te donne un edge en termes de comprendre leur langage, leur réalité, leurs problèmes, avoir un meilleur réseau, avoir de la crédibilité quand tu arrives pour vendre à ce monde-là. Que moi, c'est un des modèles que je trouve le plus hot. Quand tu as quelqu'un, mettons, une founder qui est dans un domaine X, puis que là, elle fait comme t'as peu, là, il y a moyen d'utiliser la technologie pour régler de quoi là-dedans. T'as tellement un effet, genre, au niveau expertise, comme je disais, réseau, tout ça, je trouve que t'as un unfair advantage qui est vraiment cool. Puis j'espère que c'est ce que tu sens aussi là, quand tu parles avec du monde. Merci, c'est smart. Fait qu'on va pas trop dépenser de l'argent du service que tu fais pour fonder ton produit qui s'en vient. Ouais. C'est bon. Solide erreur. Est-ce qu'on s'en parle de trop dépenser d'argent après que j'ai vendu Snipcart? Je l'ai fait moi aussi. Oh. Dans 5 ans, tu vois le produit ou la compagnie où? Tu veux-tu lever du cash? Tu vas-tu avoir absolument un co-founder? C'est une autre plateforme? Je veux vraiment avoir un co-founder. Puis on dirait qu'avant d'avoir franchi cette étape-là, pour moi, c'est comme impensable de commencer à lever du cash. Mais parce que c'est difficile. C'est tellement difficile juste en ce moment, étant solo founder, que je peux pas en plus m'ajouter de la pression d'avoir quelqu'un qui a des attentes puis que là, let's go, tu sais. L'espèce d'imputabilité. Ouais. Mais où je me vois, tu sais, Lila, où je vois une croissance rapide, là. Tu sais, pas... J'aimerais vraiment ça, c'est ça, tu sais, mettons, doubler chaque année ou... Puis je m'imagine quand même être capable de gérer tout ça avec sensiblement une petite équipe. Tu sais, j'imagine pas le gros... tu sais, un genre d'une quinzaine d'employés qui gèrent ça d'ici 5 ans. C'est certain que d'ici 5 ans, on va avoir le 1 million de revenus. On va dire, mettons, 20 millions. On va mettre ça dans l'univers. Ben oui. Ouais, fait que ça ressemble pas mal à ça. Je pense aussi que si tu lèves du cash puis que tu essaies de faire rentrer le co-founder après, ça se fait, là, mais il y a peut-être une friction ou une complexité de plus. Ouais. Parce que t'as déjà, en tout cas, le cap table a déjà été en plus. etc. Puis il y a du monde qui a un C dans. En tout cas. Quel SaaS vous utilisez à l'interne qui vous amène le plus de bonheur? Je vais te shooter le nom d'une app récemment que j'ai découvert. Puis il y en a probablement plein d'autres qui font ça, mais c'est Store Leads. OK? Puis ça fait juste me donner la liste de tous les business qui sont sur Shopify. C'est quoi leur revenu mensuel, annuel, sensiblement? C'est quoi le email de la personne? Puis tout. C'est juste ça. C'est fou, mais ça me fait tellement sauver un temps énorme. Puis tu es capable de filtrer par ville. Tu sais, comme là, je m'en vais faire, mettons, une petite... Ils font une grosse Christie de job de scraping, puis après ça, ils font du data visualisation, puis tu payes pour l'accès. C'est basically une forme de data mining. Ouais, exact. Puis tu sais, là, mettons, je m'en vais avec Gab à New York en janvier. Il y a un trade show, un gros trade show sur le retail. Puis tu sais, là, notre but, c'est juste, on filtre à New York quelles entreprises sont sur Shopify, puis on va aller les rencontrer. Target, ouais. Fait que tu sais... Je vais être là au trade show. Nice. Je suis modèle pour celui-là. Ouais. C'est bien hot. Ouais, pour Gucci. OK, non, le NRS, c'est genre des conférences, puis dans des booths. J'étais comme... Il est temps qu'on finisse le podcast. OK, nice. Fait que Store Leads. Je pense qu'il y a plein de monde qui soit développe du software pour le e-commerce, comme moi avant, ou qui ont même du e-commerce puis qui écoutent le pod. Fait que c'est une bonne plug. Qu'est-ce qui est le plus tough versus le plus fun dans ta business? Contrast. Ben là, tu sais, je vais me répéter, mais le plus tough, c'est vraiment d'être solo founder. 100%. Puis de vivre avec ce stress-là. Puis je me pose tout le temps 1001 questions. Puis
j'apprends vraiment de plus en plus à réduire le temps de réflexion pour répondre à une des interrogations que j'ai, là, parce que des fois, c'est beaucoup trop long, puis même... Énergivore aussi. Genre, le bateau est passé déjà, là, tu sais. Fait que oui, puis c'est énergivore. Fait que ça, c'est... fait que d'être solo founder là-dedans, c'est quand même très tough. Ton number one skill comme founder, c'est les décisions que tu prends. Ouais. La qualité des décisions, la vélocité à laquelle tu les prends. Ouais. Même qu'elles soient imparfaites, genre, fait que... Puis dès que tu as un minimum... Moi, je suis quelqu'un de relativement insécure à plein de niveaux, puis il a fallu que je me fight moi-même là, pour réussir à prendre des décisions, beaucoup de décisions vite, puis les assumer si ça marche pas. Genre, ça a été un apprentissage, je l'ai encore. Là, tu sais. Ouais. Fait que je te file en tout cas à ce niveau-là. Là, mais... Exact. Mais c'est pour ça que j'essaie vraiment de m'entourer puis de poser des questions à plein de monde autour de moi. Mais le côté le plus tough, c'est aussi d'être tout seul là-dedans. Ouais, exact. Tu owns ta décision à la fin de la journée. Ouais, exact. Ouais. Fait que, mais sinon, non, le côté le plus fun de la business, c'est vraiment d'être capable de construire quelque chose, de voir le résultat. Ça, c'est incroyable de bâtir une équipe. Puis de savoir qu'on va vraiment avoir de l'impact aussi. Oui, parce que tu connais le pain que tu règles, tu l'as vécu, tu sais c'est quoi que... Quand tu évites ça, tu es plus content dans ton métier, ta business fait plus de cash, tes clients sont plus contents. Exact. Tout le monde gagne. Ouais, mais je ne reviendrai pas en arrière. Là, je veux dire, je trouve ça incroyable d'être entrepreneur puis avoir une business. Très cool. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça se passe plus utile pour toi et ou ta team? Gab? Ouais, c'est ça. Ben, je pense que... ça dépend. OK, ben, c'est vraiment à deux niveaux à ce moment-là. Pour moi, j'aime vraiment... Ouais, pour toi, quand j'entends pas juste les big success, là, mais tu sais... le côté où je peux me retrouver et dire OK, je suis pas toute seule à vivre ça, oh mon Dieu, tu sais, ou genre, tu sais, j'ai strugglé, ou genre, tu sais, récemment, le podcast avec Simon de Workly, qui était là, tu sais, quand on a lancé Sharkgate, genre, c'était une licence, après ça, 0, après ça, 1. J'étais là, OK, ça, c'est moi. C'est moi en ce moment. Non, c'est parfait. Fait que, tu sais, ça, je pense que j'aime beaucoup le côté de voir un peu plus le underdog, là. Fait que, le hustle du début, je trouve ça important. Pour ma team, c'est une bonne question. Peut-être des tactiques de vente. Genre comment du contenu sur le go-to-market, du contenu sur la commercialisation, on en a qui s'en viennent de ça l'année prochaine. Puis j'aime bien ça aussi, des fois, faire des parenthèses, puis pas être juste 100% sur un journey entrepreneurial, mais comme, tu sais, on avait fait ça avec Sonia Beyroud. D'ailleurs, si t'as pas écouté ce pod-là, ça vaudrait la peine, mais genre, OK, marketing payant et marketing organique pour SaaS, deep dive, genre, c'est une experte là-dedans. Fait que je vais essayer d'en faire un peu l'année prochaine. Mais c'est tough parce qu'il y a genre 50 slots de pods dans l'année. Puis au début, le monde me disait Frank, tu vas faire le tour en 30 épisodes, il n'y en a pas 30 SaaS au Québec. Je disais non, il y en a des centaines, just watch me. Mais genre, aujourd'hui, je suis comme hey, la quantité de personnes et de compagnies intéressantes avec lesquelles je voudrais parler sur le pod. Puis la quantité de slots disponibles, ça ne matche pas. Là. Il y en a beaucoup trop en quantité, puis il y en a même qui me demandent de venir versus ce que j'ai comme bande passante. Fait que je suis comme, des fois, c'est un peu heartbreaking de ne pas pouvoir, genre, tu sais, je peux pas enregistrer des podcasts à chaque jour, puis en release 3 par semaine. Le monde me dit déjà qu'il y en a beaucoup, puis qu'il y en a trop. Fait que tout ce monologue-là, c'était pour te faire sentir vraiment spécial. d'être sur le pod. Oh, wow, ben merci, mais je comprends. T'as-tu des shameless plugs pour finir? Tu sais, j'envisage là, vraiment de plus en plus lever du cash. Fait que moi, je serais vraiment super ouverte là, à aller prendre un café, commencer à comprendre ce monde-là aussi. Absolument. Comment ça marche. Puis si je peux te player avec du monde là-dedans, tu m'en reparles, ça va me faire plaisir. Fait que vraiment, puis tu sais, écoute, sinon, vraiment, on commence la commercialisation, on veut vraiment se faire référer de tout bord, tout côté. Il faut que là, ça soit crié, c'est toi. Fait que n'importe qui soit travaille dans une business de retail ou de e-commerce où est-ce qu'il y a de l'achat, justement, des rôles d'acheteur, n'importe qui est acheteur ou qui connaisse du monde. Exact. Crier Lila, c'est toi, lilasolution.com, pas de S. Exact, c'est ça. Fait que... Ouais, puis si le monde veut t'écrire ou soit te poser des questions, te donner des conseils, des fois, il y a du monde vraiment smart et généreux comme ça. C'est Marie-Catherine, Catherine avec un K. Jobin sur LinkedIn. Il faut que tu t'écrives sur LinkedIn, Oui, vraiment. Super. Marie, c'est un honneur et un privilège de closer l'année avec toi. J'ai eu vraiment du fun. Puis merci. Merci. Non, c'est vraiment le fun. It's a wrap!
Hey folks, comme vous savez peut-être, on a un abonnement SaaSPal pour notre infolette, un abonnement premium qui te donne un paquet de perks et d'avantages comme des rabais sur les événements en présentiel, des Q&A avec moi et ou les invités du podcast, la roadmap du podcast à l'avance, puis aussi des remerciements sur le pod, ce que je m'apprête à faire. Donc à tous ces ballers, shot callers qui supportent directement SaaSPal, notre projet, merci. Aujourd'hui, je remercie Benoît Devilliers, founder chez Nolo, Martin Arviset, techno-entrepreneur à l'agence Ninja, Geoffrey Blanc, General Manager chez Cyber Impact, Joliane Couture, Product Owner, C-Cube, Tamar Tricky, MBA et Sales Director, Jeff Pelletier, Digital Strategy Manager chez Fox, Jean-Philippe Fortin-Quentin, Head of Marketing chez Dashdis, Sébastien Fournier, Full Stack Dev chez Kimobi, et puis Michael Carpentier, cofondateur et leader produit chez Firi. Merci, Fox, du fond du cœur. Félicitations, vous vous êtes rendus jusqu'à la fin de l'épisode et vous méritez maintenant l'outro custom de Frank. J'ai une coupe de call to action. Ça se passe, c'est une business d'amour. On met de l'effort, de l'énergie, de l'argent aussi. Si vous voulez nous aider, il y a un paquet de trucs que vous pouvez faire. First, on investit beaucoup dans l'infolettre. Donc, chaque semaine, je fais des éditoriales où est-ce que je creuse dans un sujet puis je me gêne pas de dire les choses comme elles sont. Vous pouvez vous abonner sur le site web, saspace.com, il y a l'onglet infolettre, puis il y a aussi la call to action box à la fin de la page d'accueil. Donc, checkez ça. Sinon, si vous avez un SaaS au Québec, vous pouvez l'inscrire à notre index. Saspace.com, il y a un gros bouton mauve ajouter votre SaaS. Il y en a plus de 300. Si vous suivez pas déjà le pod, allez le faire sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube. Puis si vous pouvez nous laisser un review, ce serait vraiment smart. Ça nous aide à être plus découverts. On a un job board aussi. Si vous voulez poster une job ou trouver une job en SaaS au Québec, saspace.com/emploi avec un S. Un gros merci à tous nos partenaires certifiés qui financent et supportent beaucoup Ça se passe. Vous avez Léviat Légal pour tout ce qui est avocat, droit, besoin dans ce genre-là. Le Chiffre pour finance, fiscalité, comptabilité. Baseline pour tout ce qui est accompagnement en AI. Vous avez Coveo, un employeur certifié qui offre des carrières de feu dans un scale-up. Fait que merci à ce monde-là encore une fois. On fait aussi des événements en présentiel très cool, souvent presque tout le temps sold out. Vous pouvez nous suivre sur Eventbrite pour être au courant de ça, ou on en parle sur le pod aussi. Et puis finalement, last but not least, suivez-nous sur les socials, donc LinkedIn, Instagram. C'est là qu'on poste toutes les nouvelles sur la compagnie, mais le nouveau content qu'on fait aussi au niveau du pod, des events, etc. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Cheers!